on est ravis de vous accueillir ce soir pour cette soirée, la grande soirée des réseaux Aliancy, en fait. Absolument, la grande soirée de tous les réseaux Aliancy. En fait, derrière le média, il y a beaucoup de communautés, des acteurs numériques, des donneurs d'ordre, des gens qui sont les agents du changement dans les organisations grandes, petites, publiques, privées. 8 ans déjà qu'on essaye, enfin, c'est surtout toi qui bosses pour décrypter l'impact du numérique dans vos organisations. 8 ans, effectivement, qu'on traite de tout ce qui est on n'a jamais changé notre objectif, c'était de vous expliquer la transformation digitale. D'une part, ce qui se passait à l'origine, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que font les entreprises, puisque cette transformation digitale, maintenant, elle est devenue systémique. Et donc, au sens où c'est l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs qui sont embarqués, ou qui sont à embarquer dans ces grandes transformations, qui évidemment est accélérée par tout ce qui se passe depuis plusieurs mois. On a été challengés comme vous, mais on est là, bien là. Évidemment, tous les éléments physiques ont été un coup d'arrêt des premiers confinements. Oui, et on essaye justement d'innover, et la soirée de ce soir est une sorte d'innovation, puisque les intervenants sont avec nous dans nos bureaux parisiens, et tous les internautes chez eux, a priori. Et puis maintenant, je n'ai plus dire grand-chose, mais je vais essayer de vous appeler à l'autre bout de l'écran pour vous faire réagir en live. Donc le chat, usez-en, en abusez-en, posez des questions. On va essayer de dire si on a une soirée qui sera ici, c'est en ayant fait intervenir le maximum de personnes qui ne sont pas là ce soir, mais on pourra ouvrir vos écrans et vous faire réagir si vous le souhaitez, bien sûr. Évidemment, on ne va pas vous obliger. Quoique, je crois que j'ai quelques personnes que je vais essayer d'interpeller quand même. Donc voilà, on va essayer de manière à distance créer du lien, mais on a un agenda très serré, donc je vais me taire. C'est ça. Puis je me barre, en fait. À tout à l'heure. Accueillir Philippe Muscat. Alors oui, la soirée va se passer notre événement va se passer en 2 parties. La première partie sera un échange avec Philippe Muscat, qui vient de sortir un livre dont on va vous parler dans quelques instants. Et la deuxième partie sera consacrée à une table ronde donc tous les sujets autour de l'innovation. Pourquoi on a choisi ce sujet? C'est parce que je pense qu'en cette période de crise sanitaire, économique et sociale qui se profile, hélas, il était important de parler de l'innovation dans les entreprises. L'innovation au sens durable, comme on peut l'imaginer, mais dans le sens où l'entreprise doit durer, donc elle doit innover, elle doit se réinventer, elle doit trouver de nouveaux leviers de croissance. Et c'est tout l'objet de nos conversations ce soir. Voilà. Eh bien, bienvenue Philippe. Bonsoir. Merci Catherine. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Philippe et Philippe, alors on a décidé, oui, ce soir, tout le monde se tutoie. D'abord parce qu'avec Philippe, on se connaît depuis 30 ans, donc nous, on se tutoie déjà dans la vie. Donc Philippe est chercheur et professeur à Mines Paris Tech, mais il va se présenter lui-même, ce sera beaucoup plus complexe que ce que je vais dire. Voilà. Merci, oui, donc moi je suis professeur à l'école des mines, PSL Université, puisque l'école des mines appartient à cette nouvelle université. Moi, j'enseigne l'entrepreneuriat aux élèves de première, deuxième et troisième année. Et puis, une partie de mon métier, c'est aussi de faire de la recherche, de publier des articles dans des revues académiques. Et depuis, j'ai travaillé sur différents domaines, mais qui sont liés, je pense, à la thématique de ce soir. Un de mes grands thèmes de recherche, c'était la création d'entreprises. Et j'ai travaillé dès le milieu des années 80 sur la création d'entreprises dans le domaine du logiciel pour ordinateur domestique. Sinclair ZX80, enfin, la majorité des gens qui nous écoutent ne connaissent pas ces ordinateurs, mais c'était des sociétés comme Infogrames, par exemple, étaient tout au début de ce domaine. Et ensuite, j'ai travaillé sur la création d'entreprises par les chercheurs. J'ai publié un livre en 1988 sur ce qu'on appelle les deep tech aujourd'hui, qui est un mouvement déjà ancien. Une deuxième thématique de recherche, c'est le management de la recherche et l'innovation. Et on a beaucoup travaillé avec mes collègues sur les grandes entreprises, sur les programmes technologiques qui mariaient les programmes européens, par exemple, qui faisaient travailler ensemble des entreprises et puis des laboratoires. Et d'ailleurs, en lien aussi avec cette journée, je suis souvenu cet après-midi qu'on avait fait entre 1995, siècle passé, et 99, une enquête pendant 5 ans avec le mensuel La Recherche et puis la Tribune, puis l'Expansion, et qui s'appelait le palmarès des entreprises qui innovent.
puisqu'à l'époque paraissaient des enquêtes sur les entreprises innovantes, et elles étaient tournées autour de deux indicateurs qui étaient les dépenses de recherche et le nombre de brevets déposés. Donc, c'est des indicateurs assez imparfaits. On a essayé de faire une enquête avec des indicateurs plutôt relationnels, les coopérations des entreprises avec la recherche publique, les alliances interfirmes, la gestion de la recherche et de l'innovation au sein de ces grandes entreprises. Et ça donnait... et on voyait, alors si j'en passe, c'est parce qu'on voyait dès cette époque, à la fin des années 90, 1990, on voyait un modèle de l'innovation en réseau qui commençait à se dessiner. Donc là, tu sors un nouveau livre qui s'intitule « L'entrepreneuriat en action ou comment de jeunes ingénieurs créent des entreprises innovantes » aux éditions des Presses des Mines. Alors pourquoi ce livre maintenant et qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-dessus? Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la création d'entreprises par des chercheurs. J'ai fait différents travaux. Et puis, j'ai même été militant, en quelque sorte, de ce domaine. Il y a 20 ou 25 ans, je fais des tas de papiers dans toute la presse, dans Le Monde, Le Figaro, Libération. Et je disais, il faut aider les chercheurs à créer des entreprises. Je fais des publications académiques, mais je fais des tas de conférences. Et puis, quand je fais le bilan, 20 ou 25 ans après, je me rends compte qu'on s'est rendu compte, en fait, que les résultats sont assez décevants. J'ai étudié des centaines d'entreprises, il y a eu très peu de réussite. Alors, c'est pas spécifique à la France, hein, c'est dans de nombreux pays. Et quand on a regardé, même quand on regardait les universités américaines, on s'intéressait aux laboratoires de recherche, mais beaucoup d'entreprises étaient créées en fait par des étudiants qui étaient en master. Pensez à Dell, à Facebook, c'était pas des résultats de la recherche. Et ces entreprises beaucoup d'entre elles ont connu de très fortes croissances. D'ailleurs, j'ai publié un autre ouvrage en début de l'année qui s'appelle Student Startup, la création avec un collègue américain et anglais, qui montre que la création d'entreprises par les étudiants est un phénomène mondial aujourd'hui et qu'il y a peut-être 30 ou 40 fois plus d'entreprises qui sont créées par des étudiants que par des chercheurs. Donc, je voulais m'intéresser à ce phénomène des chercheurs qui créent des étudiants qui créent des entreprises. Et là, j'ai étudié des ingénieurs parce que vous l'avez compris, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation technologique. Et dans l'innovation technologique, il y a beaucoup d'ingénieurs qui créent je pense à un incubateur qui s'appelle Agoranov, que vous connaissez certainement, 70%, alors qui est très technique, hein, qui est très lié à la recherche, 70% des entreprises chez Agoranov, il y a au moins un ingénieur dans l'équipe des créateurs. Donc, tu as analysé 3 entreprises plus en détail en t'intéressant au processus entrepreneurial de ces 3 entreprises. Donc, quelles sont les 3 entreprises que tu as analysées? Donc, il y a la première dont je prendrai quelques minutes pour dire quelques mots s'appelle Explicit, qui fabrique des sièges d'avion en matériaux composites très légers. La deuxième, c'est DNA Script, qui fabrique une imprimante à ADN. C'est-à-dire qu'avec les séquenceurs, on sait dans tous les labos lire l'ADN, mais là, on peut l'écrire. Et c'est une révolution dans le domaine de la recherche en biologie, dans les biotechnologies. Et puis la troisième, c'est une entreprise peut-être certainement plus connue, qui s'appelle Criteo, qui a été créée en 2005. Et moi, pour ces 3 entreprises, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est la période qui commence au tout début jusqu'au moment où elles arrivent à mettre en relation un produit et un marché. Et elles ont un produit de rupture. Voilà. Mais en effet, à chaque fois, le siège ultra léger en matériaux composites, c'est vraiment une innovation radicale, c'est un produit de rupture. Le reciblage personnalisé, publicitaire personnalisé chez Criteo, c'était aussi par rapport aux techniques de reciblage qui existaient, c'était une multiplication de l'efficacité par 5 ou 6. Vraiment, c'était aussi une rupture. Et puis, DNA Script, Explicit, les sièges d'avion, je vous dis, c'est vraiment... Alors, ce qui est intéressant, ce sont des innovations technologiques dont je parle, mais à chaque fois, il y a une innovation de business model derrière. Même si ces sociétés ont la possibilité de plusieurs business models. Et pour répondre plus précisément à ta question, c'est deux de ces entreprises, DNA Script et Explicit, je les ai vus avant la création juridique de l'entreprise. À chaque fois, c'est créé par des ingénieurs. Il n'y a pas que des ingénieurs de l'école des mines, c'est avec d'autres une grande variété d'écoles, ils collaborent beaucoup entre eux et tant mieux. Et à chaque fois, je les ai vus très tôt, et ce qui m'a permis de les suivre pendant.
je sais pas, Explicit a été créé en 2011, je crois, DNSCRIP en 2014, mais le projet avait démarré 2 ans avant, et donc je les ai suivis pendant presque une dizaine d'années, ces entreprises, en rencontrant régulièrement les créateurs, en étant invité quand il y avait une signature de contrat, en allant à des tas de manifestations qu'elles organisaient, en les invitant à venir parler dans mes cours. Enfin, donc il y a une relation très proche, et c'est un travail quasi ethnographique, hein, comme des ethnographes qui vont dans une tribu au fin fond d'un continent perdu. On a choisi de parler effectivement plus en détail du processus entrepreneurial d'Explicit, sachant que ce que tu me racontais, par exemple, c'était qu'Explicit, donc qui a inventé ce fameux siège beaucoup plus léger que tout ce qui existait jusqu'à présent, ben, c'était même pas du tout dans leur, c'était pas du tout leur spécialité. Mais ce qui m'a aidé, quand ils sont venus me rencontrer, moi, je ne suis pas pour rien du tout dans le succès, dans la réussite. Ils sont bien tout seuls. Mais quand ils sont venus, non, pas du tout, malheureusement. Mais quand ils sont venus vraiment au thème, on va fabriquer on a l'idée de fabriquer des sièges d'avion. Et je me dis, vous y connaissez quelque chose? Mais non, on n'y connaît rien. Mais on a repéré un problème. Les sièges d'avion sont très lourds. Ça pèse 12 kilos à l'époque. Et puis, quand on démonte un siège, il y a 300 pièces. On voit les écrous, les boulons, les morceaux de tissu, les plaques de tôle, la mousse. Et leur objectif, ça a été de produire. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on peut produire un siège beaucoup plus léger et plus confortable? Donc, au début, ils ont fait 2 choses en parallèle au début. Ils ont rencontré, et là, je vais insister sur les 3 ans, enfin, au moins sur cette entreprise, ils ont rencontré un très grand nombre de personnes dans le secteur à la fois de la fabrication des sièges d'avion, mais plus largement de l'aéronautique, pour comprendre, par exemple, comment les compagnies aériennes achetaient des sièges, comment c'était organisé. Et en même temps, ils ont fait beaucoup de simulations sur les ordinateurs École des Mines, dans les caves sur CATIA, pour essayer de penser, de concevoir un siège qui serait vraiment extrêmement simple, mais qui pourrait passer les tests, parce que dès le départ, ils intègrent dans le processus la certification, qui va être un truc très compliqué. Donc ils font ils ont à la fois un travail avec bien comprendre le secteur, ce qui leur permet de déterminer un segment de marché, et ils se sont dit, nous on va travailler sur les sièges pour les Airbus, la famille des A320 et les Boeing 737. Pourquoi? Parce que ce sont des avions moyens courriers, monocouloirs, avec 3 sièges de chaque côté, et ça représente 70% du marché mondial. Ils travaillent sur les sièges de classe économique, et leur idée, ça a été de faire non pas un siège, mais une structure de 3 sièges, donc une matière, un bloc, voilà, avec un tube creux, et puis sur lequel ils allaient mettre un tissu pour accueillir les passagers. Mais ils ont pensé au confort des passagers tout de suite. Dès le début, ils travaillent avec partenariats, ils ont fait des tas de partenariats avec un laboratoire de recherche en biomécanique pour définir la courbure idéale de ce siège. Parce que dans leur volonté de simplification, ils ont fait un siège qui n'est pas inclinable. Ce qui a beaucoup d'avantages pour les compagnies, parce que la réparation des sièges, une des pannes dans les avions, les pannes des sièges, c'est que l'inclinaison, on est en 2010-2011, hein, l'inclinaison était souvent en panne. Donc, au total, ils présentent, la entreprise est en 2011. En 2013, il y a un grand salon tous les ans à Hambourg, un salon de l'équipement des avions intérieurs, et ils présentent leur siège sur une balance qui dit un siège de 4 kg et de 30 pièces. Et ils montrent, il y a beaucoup de papiers dans la presse, et ils montrent que le siège permet aux avions de peser 2 tonnes de moins, donc d'économie du poids. Le siège fait 4 kg au lieu de 11 ou 12, qu'il permet une économie de carburant donc de 400 000 à demi-million de dollars par an et par avion. Et puis, c'est une économie de CO2 enfin 800 tonnes de diminution par an et par avion. Donc, mais enfin, tout ça, ça existe sur le... Ils ont quand même eu beaucoup de déboires aussi. Voilà. Alors, tout ça, voilà. L'histoire idéale. Ouais. Alors là, j'ai pas encore raconté l'histoire. Là, on est au début, et tout ça est sur le papier. Mais il va se poser 3. Alors, ils vont mener tous les chantiers de front, mais il y a quand même il y a 3 points que je voudrais aborder. C'est les difficultés de réalisation du siège, de certification et de commercialisation. Ils ont défini leur siège, et ils pensent qu'ils vont trouver les matériaux sur le marché, les technologies sur le marché. Ils travaillent avec de nombreux fournisseurs de matériaux composites
mais ça ne tient pas. Ils fabriquent des tubes, les tubes les explosent au moindre test, parce que le système industriel qu'ils rencontrent vraiment n'est pas formaté pour leur innovation. Ça rentre pas. Donc ils doivent repartir à zéro, prendre des morceaux de carbone, de résine, faire eux-mêmes le matériau composite, inventer le matériau composite, rencontrer des entreprises, des sous-traitants aux États-Unis, dans toute l'Europe, pour par exemple comprendre comment tresser ces matériaux composites, comment faire des tubes, comment faire des tubes courbés. Et c'est tout un processus. On voit qu'on parle beaucoup dans l'innovation technique, mais c'est un processus qui n'est pas que technique, puisqu'il y a de l'économie. Puisque faut intégrer, si on fabrique un siège qui coûte trop cher ou qui met des jours à être fabriqué, ça sera pas de sens, économique. Il y a de l'ergonomie, il y a du droit, il y a de la science. Voilà, il faut intégrer tout ça. Voilà. Et il aura fallu, mais j'espère que le livre le raconte, mais 3 ans de travail pour mettre au point le siège sur ce problème de la réalisation qui a été très compliqué. Un deuxième, c'est la certification. Ils avaient en tête, en bon ingénieur, bon, si on fabrique un siège bien solide, pas de problème, il va passer la certification. Malheureusement, ils arrivent donc à l'Office européen qui certifie ce genre de matériel. On leur dit, oh là là, mais c'est quoi votre siège? C'est du composite, mais jamais ça serait certifié. Tous les sièges de la planète sont sur une structure en aluminium, donc le composite ne marchera pas. Et ils ont dû se bagarrer de façon incroyable avec l'organisme de certification. Je vous donne quelques exemples, par exemple. Leur siège est en composite, alors on a dit, OK, on va vous passer les tests qu'on a pour les matériaux composites. C'était quoi ces tests pour les composites? Parce qu'il y a des matériaux composites dans les avions, sur le fuselage et sur les ailes. Alors, quel va être l'effet d'une tempête de sable sur le siège? Un oiseau heurte le siège à 800 km/h, quel va être l'effet? Donc, ils ont dû se bagarrer pour tout ça et ils ont quand même réussi à certifier le siège, mais il aura fallu, pour la première certification, 1 an et demi, il aura fallu 2500 tests, 1200 pages rédigées, et leur force, ils ont réussi, c'est qu'ils ont réussi à faire tout ça de façon numérique. Une grosse partie, il n'y a que le dernier test, le crash test, où on avait avec 16G, on jette le siège sur un mur et les gens, le siège qui avait l'air un peu fragile, il n'a pas bougé. C'était le seul test en réel qui a été passé. Donc c'est vraiment un gros travail de commercialisation. Alors, commercialisation, là, ils se sont dit aussi, comme pour la réalisation de la certification, il n'y aura pas de problème. On propose un siège qui permet aux compagnies de faire $1,5 million d'économie par siège. Elles vont se précipiter, les compagnies vont se bagarrer pour nous l'acheter, ça va influer. Enfin, à la fois les compagnies et les constructeurs, il y a deux marchés. Et puis là, pas du tout. C'est très difficile d'avoir un contrat. Quand ils présentent, tout le monde dit « Ah ben c'est intéressant, mais quand vous aurez équipé un avion qui aura volé pendant 1 an avec vos sièges, revenez nous voir. » Et heureusement, il y a une compagnie, il y a un chef d'entreprise innovant, une compagnie qui s'appelle Air Méditerranée, qui leur achète, qui signe une première commande en mars 2014, je crois, et puis très vite une deuxième, la CCA, compagnie africaine d'aviation, qui signe aussi une commande. Donc ils sont ravis. Enfin, moi, je suis allé à la signature. C'était vraiment formidable. 10 mois après, alors comme je dis, ils fabriquent tout en même temps, enfin, ils font tout en même temps. Quand ils ont signé le contrat, le siège n'était pas complètement fabriqué et pas encore certifié. Mais 10 mois après, les avions sont équipés, les sièges sont fabriqués, mais plus rien. Aucune commande après ces deux commandes, morne pleine, malgré des efforts commerciaux démesurés, personne ne vient n'intéresse. Alors c'est vrai que toutes les innovations ont besoin de premiers clients, mais les premiers clients vous qualifient en quelque sorte. Et ces premiers clients, c'était des compagnies charter. Malheureusement, Air Méditerranée en 2000 fait faillite, en 2015 ou 2016, redressement judiciaire est liquidé. Et puis la compagnie, l'autre client est interdit de vol dans l'Union européenne. C'est des compagnies charter. Et vous voyez, je disais, les sièges n'étaient pas inclus. Donc, ils ont eu l'image de sièges pour charter. Et ce qui pouvait être des avantages de sièges non inclinables, c'est devenu, oui, regardez, même le siège ne s'incline pas, c'est vraiment pour compagnie charter. Donc, oui, ça a été vraiment, ça a été très,
Et alors, comment ça s'est renversé? Alors, ça s'est renversé grâce à une compagnie qui est venue les voir, et c'était inattendu pour eux. C'était une compagnie qui s'appelle Air Tahiti. Donc, il y a des avions qui s'appellent des ATR. ATR, ça veut dire avion de transport régional, merci. Et puis, Air Tahiti allait dire, mais est-ce que vos sièges peuvent nous intéresser? Est-ce que vous pourriez les mettre sur nos avions? Alors là, pour le créateur de l'entreprise, c'est complètement c'est un changement radical, hein, parce que lui, vous voyez, l'idée, c'était d'équiper des Boeing, des Airbus, des compagnies prestigieuses. Et puis bon, est-ce qu'on va se lancer? Ils étaient 5 dans l'entreprise à l'époque, beaucoup de choses à 4 ou 5. Est-ce qu'on va se lancer dans ce marché du régional, des petits avions à hélice, parce que c'est vraiment un pivot complet, pivot de l'objet, puisque c'est plus c'est 2 sièges et non pas 3 sièges, ce qui modifie quand même beaucoup dans leur calcul, leur structure. Le client, c'est moins prestigieux, et puis c'est des avions qu'on appelle des cabines à haute densité, hein. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, cabine à haute densité. Et puis c'est un changement de business model, parce que Explicit vendait aux compagnies non pas des sièges, mais une économie de carburant. Et là, c'est moins l'économie de carburant qui va intéresser cette compagnie que la possibilité de mettre plus de passagers dans l'avion. Pourquoi? Parce que c'est des sauts de puce de 20 minutes entre des petites îles, des aéroports avec des petites pistes d'atterrissage. Donc, un ATR, c'est entre 48 et 78 places. On ne peut jamais remplir l'avion complètement. Il faut un équilibre, bien sûr, entre la longueur de la piste et le poids de l'avion. Donc, si vous avez 78 places, vous vendez 68 places, par exemple, dans votre avion. En allégeant les sièges, c'est un gain de poids. On peut mettre plus de passagers, et donc, vous voyez, suivant le client, votre client, les avantages ne sont pas les mêmes. Et surtout, et le fait que le siège ne soit plus inclinable, c'est un avantage dans ces cabines haute densité. Comme le siège est beaucoup plus épais et beaucoup plus fin, que les sièges classiques qui existaient, chaque passager a 5 cm de plus pour les genoux. Vous voyez, il y avait tas d'avantages. Et là, à partir de là, Explicit va être sur les 5 continents, équipé des dizaines de compagnies, à la fois des compagnies aériennes et puis des constructeurs. Par exemple, il est rentré dans le catalogue d'ATR. Donc, quand ATR répond à des appels d'offres, c'est avec les sièges d'Explicit. Et là, le Benjamin Saada, la semaine dernière, a annoncé la signature d'un contrat avec le chinois Comac pour l'équipement d'une 30aine d'avions de 100 places, ce qui est assez formidable, parce que c'est une entreprise française qui va vendre des produits manufacturés en Chine. On vend des produits de luxe, mais dans ce sens-là, c'est quand même c'est un peu plus c'est un peu plus rare. Ce que tu racontes, on voit bien qu'il y a énormément l'entreprise a énormément pivoté, en tout cas dans sa cible exacte. Elle a énormément évolué techniquement. Elle a dû faire preuve de beaucoup d'agilité pour la certification. Thomas a étudié 2 autres aussi sur ce schéma entrepreneurial extrêmement long. Qu'est-ce que tu peux dire sur justement les processus identiques qui se répètent finalement dans ces 3 exemples et qui quelque part peuvent se répéter dans des tas d'autres exemples? Alors moi de ces 3 histoires très détaillées, et puis bon, tout ça est basé aussi sur les travaux menés dans ce domaine de l'entrepreneuriat innovant. Il y a 6 grandes leçons que je peux tirer, si je peux me permettre je ne vais pas donner des leçons, mais 6 grandes idées peut-être Le premier, c'est qu'à chaque fois, c'est un processus. Alors, c'est sur ces 3 cas, mais je crois que c'est valable pour beaucoup d'autres. C'est un processus toujours long, tortueux, qui prend du temps. C'est fait de nombreuses transformations, cette adéquation entre un produit et un marché. Vous voyez, il a fallu 3 ans pour Criteo, 5 ans pour Explicit, 6 ou 7 ans pour DNA Script. C'est plein d'erreurs, c'est plein de ratés, il y a des changements de cap, mais tout ça n'est pas pathologique, c'est normal. Ça fait partie du processus d'innovation, parce que je crois que toutes les innovations naissent inefficaces. Et comme le dit Bruno Latour, ce sont des monstres prometteurs au début. Et je crois que la force des innovateurs qui réussissent, c'est de tirer des enseignements de toutes ces erreurs, et puis ce sont ces apprentissages, c'est ces apprentissages qu'il faut avancer, parce que dans les erreurs, soit on peut les mettre sur le tapis et plus en parler, soit on peut dire mais qu'est-ce qu'on apprend et avancer comme ça.
Ça, c'est pour le premier thème. Un deuxième thème, c'est que c'est un processus qu'on ne peut pas planifier, on dit émergent dans la littérature. Les entrepreneurs sont au milieu d'un océan d'incertitudes. Incertitudes sur la technique, sur le marché, sur le business model, sur l'organisation de l'entreprise. Et ce qui me paraît vraiment important, c'est de dire que la meilleure façon d'avancer, c'est d'agir. C'est-à-dire qu'il faut plutôt… c'est l'action qui construit le projet, l'action qui fait émerger les problèmes que en bons ingénieurs, ils vont ensuite essayer de résoudre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut agir pour penser et non pas comme on dit, on va penser, on fait une stratégie, puis après on agit pour penser. Et tout ça, et quand on regarde le mot entreprise, c'est un vieux mot français qu'on trouve dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles, ce qu'on appelle la littérature arthurienne, des romans du roi Arthur, la table ronde. Une entreprise à l'époque, ça veut dire une prouesse chevaleresque. Donc on met plutôt l'idée sur l'action que sur, et même en français aujourd'hui, une entreprise, c'est à la fois une action, c'est une organisation, mais c'est une action, une entreprise. Entreprendre. Donc, voilà, entreprendre dans voilà. Et je pense que cette idée d'action, elle est importante. Il faut y aller et puis on rencontre les problèmes. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième point. Le troisième point, c'est que à chaque fois, ces entreprises, c'est une expérience. C'est une entreprise, créer une entreprise, c'est un processus expérimental dont on ne sait pas au début quel va être le résultat ou la fin, et surtout, on ne sait pas quelles sont les compétences et les connaissances dont on aura besoin pendant le processus. Dans les trois entreprises, vous voyez, là on a fait le cas explicite, mais ils vont devoir acquérir des tas de compétences qu'ils n'avaient pas pensé, ils ne savaient même pas que ça existait. Et ceux que j'ai suivis expérimentent à tour de bras. Il y a c'est très intéressant chez Criteo, là, comment Romani Collier, Franck Louet me racontent comment ils ont expérimenté des tas avec leurs premiers clients pour mesurer l'effet du recyclage publicitaire, par exemple. Donc, beaucoup d'expérimentation. Trois autres termes, je vais aller très, très, très vite. Le quatrième, c'est que c'est un processus qui est rempli de choix à faire, de décisions à prendre, et tous les jours, les entrepreneurs doivent prendre des décisions. Et à mon sens, il n'y a pas de petite décision. Choisir tel ou tel partenariat, même pour DNA Strip, embaucher tel stagiaire plutôt que tel autre, ça a changé, ça a complètement modifié l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est comme un pullover, s'il y a une maille qui saute, tout se détricote. Exactement. Oui, évidemment, absolument. Ils ne peuvent pas se rater sur. Ou alors, ils ne peuvent pas se rater, mais une compétence peut apporter d'autres idées et d'autres chemins. Et c'est pour ça qu'il est important d'être une équipe, et puis aussi d'avoir constitué autour de soi un réseau de gens qui ont des compétences, on peut les interroger pour aider à faire ses choix. Et les deux autres points sont liés. Le premier, c'est que c'est un processus collectif. Si on se plonge, il y a des tas d'acteurs qui participent. Les salariés, des business angels, des agences publiques, du capital risque, des tas de sous-traitants, des fournisseurs, les clients qui sont actifs dans le processus d'innovation. Enfin, explicite, c'est assez incroyable. Et tous ces gens n'ont pas un rôle passif, c'est pas simplement un rôle d'apporteur de ressources. Ils modifient le projet, ils transforment le projet. Et voilà pourquoi les travaux d'innovation parlent d'un acte collectif c'est pas simplement les entrepreneurs, eux c'est les chefs d'orchestre, ils ont un rôle important, je ne veux pas diminuer leur rôle, mais c'est l'innovation, l'action entrepreneuriale est distribuée dans tout ce monde-là. Et dernier point, l'entrepreneuriat c'est un processus social. Parce que quand on envisage souvent le processus entrepreneurial, on le décrit en termes managériaux, en termes financiers, économiques, psychologiques. On a beaucoup intéressé à la psychologie des entrepreneurs. Et moi, je vois que quand je suis les fondateurs au jour le jour, ils passent un temps fou dans leur journée à rencontrer des personnes dans toutes ces différentes… Voilà. Et ils essaient de convaincre de les suivre, parce que si on veut réussir, il faut avoir des partenaires, des alliés. Et donc, c'est pour ça que ces trois entreprises sont le produit d'interactions multiples entre des personnes qui leur disent oui, tu devrais rencontrer un tel, j'ai besoin de titane, un tel connaît un tel et un tel. Et c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect. C'est aussi un processus social, l'entrepreneuriat. Alors, on va être très social et on va demander s'il y a des questions dans la salle virtuelle. Alors, évidemment, il y a des questions. Il y en a quelques-unes, ça coûte d'ailleurs.
Donc là, je m'adresse à Sylvain. Mais... Oui, non, mais c'est juste pour que la salle le sache. Voilà, super. On a une question de Stéphane Charlet. Stéphane nous demande, au-delà des 3 exemples très intéressants qui sont décrits dans le livre de Philippe, est-ce qu'il y a une méthode gagnante, ou au moins une trame pour les entrepreneurs? Ça, c'est les 6 processus qu'il a indiqués à la fin. Non, donc la réponse a été faite en direct. Non, il y a une grande diversité de configurations. Il n'y a pas one best way, je crois. Sinon, il y a en tout cas la multiplicité d'acteurs. Ouais. Ça fait longtemps que cette capacité à trouver des personnes qui vont vous aider, des alliés, des partenaires, etc. Jouer collectif. Voilà, à jouer collectif. Et on voit, et c'est pas simplement des liens très forts, mais il y a l'article de sociologie qui est le plus cité au monde, c'est un article de celui qui s'appelle Granovetter, qui est sur la force des liens faibles, qui montre l'importance des liens forts, des gens qu'on connaît bien au travail, mais des liens faibles, c'est grâce à eux qu'on obtient beaucoup de formations. Il a fait une étude sur la façon dont on trouve un emploi aux États-Unis, et il montrait que sur des milliers de chercheurs d'emploi, et il a montré que c'est ceux qui ont trouvé des emplois grâce à des liens faibles et pas à des liens très forts, pas très proches, pas des amis. On a un sujet sur l'impact de la crise en ce moment, parce qu'en fait le souci, comment innover ou créer tout en innovant avec succès dans cette situation de crise plurielle, on évite cette démarche d'entrepreneuriat. Parce que la crise a un impact sur cette démarche, sur le processus. C'est ça la question? Oui. Tu la vois, je crois. En fait, je sais pas si c'est. Comment innover ou créer tout en innovant avec succès dans cette situation de crise plurielle? Là, de toute façon, le cas explicite, c'est un cas de crise. Oui, moi, je suis surpris de voir que beaucoup de ces startups que je connais ont essayé de participer d'une façon ou d'une autre à la crise. Certaines se sont même transformées pour répondre à la crise, ont trouvé à nouveau des nouveaux métiers ou des nouveaux... il y a beaucoup d'entreprises, je ne vais pas les citer, mais qui ont essayé d'aider les hôpitaux, les DNA Script à travailler avec des laboratoires en leur fournissant de l'ADN, etc. Je pense que... Puis il y a beaucoup d'entreprises... Non, c'est une question qui paraît... La question, moi, je me pose aussi, en lien avec celle-ci, c'est est-ce que ces processus-là, on pourra en reparler tout à l'heure, ça serait possible dans une grande entreprise et donc, c'est la même chose. Est-ce que la crise a un effet... qui est comment, concernant le financement, comment Explicit a pu tenir 3 ans et avec quels fonds? Alors, Explicit a levé des fonds dès le début auprès de business angels. Tous ces gens qu'ils rencontraient, ils ont rencontré au début, ils ont rencontré des tas de personnes, non pas pour chercher des financements, mais ils leur ont dit souvent, si vous faites quelque chose, nous, ça nous intéresse. Et donc, ils ont rencontré beaucoup de business angels, un family office. Il y a pas de... Ils n'ont pas eu ni cherché, et le modèle était difficile pour un VC, pour un capital risqueur classique. Donc, ils ont trouvé quand même... au cours des années, des fonds suffisants auprès de business angels. Voilà. Des fonds privés, bien sûr. Et puis, ils ont eu des aides publiques. Toutes ces entreprises, Explicit, DNA Script, ont bénéficié d'aides publiques. Il ne faut pas oublier que l'État joue aussi un rôle important. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions dans la logique du chat, si vous avez envie. Dans le Q&A, dans le chat, on est surtout le privilégié questions-réponses, en bas à gauche. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on va démarrer. Donc, vous allez avoir un petit sondage là, pour... Eh bien, voilà, le sondage est parti. Donc, en attendant que nos invités te rejoignent. Prenez le temps, effectivement, quel est l'impact de la crise sanitaire sur le budget innovation de votre entreprise? Il a baissé, il a augmenté, il est inchangé. Il y a quand même des tendances extrêmement fortes. Donc, merci Philippe. Alors bonsoir à nouveau pour ceux qui nous rejoignent éventuellement. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre. Donc là, nous allons démarrer la table ronde sur justement, pour continuer la conversation par rapport à ce que disait Philippe, c'est
C'est est-ce que cette logique d'écosystème qui est évidente d'après ces travaux dans les startups, est-ce qu'elle se répète également au sein des grands groupes, et comment se passe l'innovation dans les grands groupes, et comment on crée justement cet écosystème, disons, fertile pour innover durablement, en cassant les business models, etc. Donc, pour aborder ce sujet, quatre invités et un cinquième qui sera également à distance, cette fois en vidéo. Donc, d'abord, Jean-François Galloin. Bonsoir Jean-François, qui est professeur et spécialisé dans l'entrepreneuriat et l'innovation à Centrale Supélec Clermont-Ferrand. Christophe Liénard. Bonsoir Christophe, qui est directeur central de l'innovation. J'ai retenu ma leçon, c'est bon. Florent, donc Stéphane Pigas, qui est directeur général d'Oresis, un cabinet conseil qui travaille sur l'innovation avec toute taille d'entreprise, hein, plutôt des grands groupes, mais quand même. Et Guillaume Dufay, qui est le président de YouChange et initiateur d'une base de données Mazompath, dont il nous parlera également tout à l'heure. Alors, pourquoi en fait, l'idée de cette table ronde et de cette soirée autour de l'innovation m'est venue grâce à Jean-François. Donc, merci Jean-François, parce que en septembre, il m'a proposé d'échanger avec lui et de travailler avec lui sur un travail qu'il fait avec ses élèves, donc dans le cadre du cours qu'il mène à Centrale Supélec autour de tout ce qui est justement l'innovation dans les grands groupes. Donc, l'idée étant de mener une enquête, une enquête approfondie avec les 120 élèves, donc auprès de différentes tailles d'entreprise, mais il va nous en parler plus longuement. La parole est à toi. Bonsoir tout le monde. En effet, à l'école centrale, moi je suis un professeur, mais qui est un professeur qui ne fait pas de recherche, je suis un professeur praticien, puisque j'ai créé des boîtes dans le passé et je continue à accompagner des entreprises dans leur conseil d'administration ou dans leur COMEX sur les questions d'innovation et d'entrepreneuriat. Et donc à l'école, Centrale Supélec, aujourd'hui ça s'appelait Centrale Paris avant, on avait créé il y a 20 ans maintenant une filière pour des élèves de 3e année sur la création d'entreprises. Donc on a accompagné ces 20 dernières années beaucoup de jeunes centraliens qui voulaient créer des boîtes. Et puis un peu plus récemment, précisément il y a 2 ans, on s'est dit que ça pouvait être pertinent de lancer une nouvelle filière en parallèle de la première. Et on pourra peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs on a fait 2 filières séparées. Une deuxième filière sur l'innovation et l'intrapreneuriat. Donc là, l'idée, c'est de former des jeunes qui ne vont pas créer leur propre entreprise, mais qui vont rejoindre des grandes sociétés ou des entreprises de taille moyenne pour créer dans ces sociétés des nouvelles activités. Donc on parle d'intrapreneuriat, si on veut. Donc, alors, dans cette filière, en effet, on essaye d'exposer les élèves à ce qui les attend dans les entreprises qu'ils vont rejoindre à la sortie de l'école, puisque c'est des élèves de 3e année. On a 120 élèves. Et donc, on s'était dit, ça pourrait être pas mal d'organiser une journée où on va faire venir des directeurs d'innovation. Donc, on a organisé ça avec d'ailleurs Oresis, avec toi, Catherine. Voilà, toute une journée, c'était le 20 novembre, où on a eu 8 intervenants sur différents thèmes autour de l'innovation. Et puis, pour préparer cette journée, on avait proposé aux élèves, aux 120 élèves, de travailler en binôme. Et chaque binôme, d'essayer d'interroger une direction innovation, sachant d'ailleurs qu'à leur demande, puisque tous les questionnaires avaient été préparés avec eux, et les thèmes même qu'on voulait traiter étaient préparés avec eux, on avait en fait 2 grands thèmes, un thème qui était sur les organisations et un thème sur les personnes, sur les innovateurs. Oui. Donc, c'était l'innovation voilà. Côté entreprise et l'innovation côté directeur de l'innovation. Exactement. Ce que vit en gros au quotidien un directeur. Qui sont-ils ? Comment on devient directeur d'innovation ? Comment on devient Monsieur Liénard à la place de Monsieur Liénard. Voilà. Donc, ils sont partis pour faire effectivement des enquêtes et on a, à travers ces enquêtes et à travers la journée du 20 novembre,
repérer un certain nombre de choses. C'était d'abord une vertu, on va dire, pédagogique, les faire découvrir. Et puis, on s'est dit qu'on pourrait peut-être même en écrire un livre blanc. Donc, on a une tâche qui nous attend avec Aurélie, avec toi, sur la base donc, de ce qui a été remonté par les élèves. Absolument. Voilà. D'où l'idée. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on aille un peu plus loin sur… Non, alors, l'idée, ce qui était aussi ressorti des questionnaires les questions que souhaitaient aborder les élèves, c'était… Oui. Alors, eux, en fait, ils nous ont proposé d'aborder en gros 3 thèmes. Un premier thème que je ne compte pas dans les 3 thèmes, qui est comment les grands groupes s'organisent pour innover. Voilà, ça c'était… Voilà. Très Très factuel, et les différents dispositifs, les moyens… accorder l'innovation, ce genre de choses, pour planter le décor. Mais après 3 grands thèmes qui étaient l'innovation en temps de crise. Évidemment, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Donc, on a une première réponse. Sur les budgets. Oui, sur les budgets, ça a changé. Voilà. Deuxième question, c'était l'articulation entre innovation et développement durable. Ces jeunes générations sont extrêmement sensibles à ces questions-là. Et donc, c'était vraiment très fort. Très fort. Donc, une demande très forte, ça les intéressait de savoir comment est-ce que ça s'articulait. Et un dernier thème, 3e thème, c'était l'innovation et les valeurs des entreprises. On a beaucoup parlé des purposes, de la raison d'être des entreprises. Oui, est-ce que l'innovation colle à la raison d'être de l'entreprise? Voilà, donc ça a été les 3 grands thèmes qu'ils ont choisi d'aborder. Oui, le 4e thème étant, mais on ne l'abordera pas ce soir, effectivement, étant sur le profil des directeurs d'innovation. Voilà. Comme on n'a que Christophe, donc c'est bon. Non, il y a aussi Stéphane Gervais qui… Donc, sur justement l'innovation en temps de crise, c'était intéressant. Alors, il y avait 2 intervenants. Oui, alors là, on avait choisi, en fait, avec les élèves… On avait 2 intervenants. On avait Albert Asseraf, qui est le DG de JC-Deco. JC-Deco, donc l'affichage publicitaire, les arrêts de bus notamment, enfin les arrêts de bus notamment. Voilà, et je me souviens plus son prénom, couturier. Sébastien, oui, c'est ça, Sébastien, d'Aéroport de Paris. Donc 2 structures, évidemment. 2 structures très impactées par la crise. Très impactées par la crise. Alors, bien ou pas d'ailleurs, parce que justement, elles étaient tellement impactées qu'un des retours, ça a été, quand on leur posait la question comment vous envisagez l'innovation dans le futur, est-ce que il y a des choses que vous allez changer dans votre manière d'innover? En gros, ils nous disaient on est tellement au cœur du cyclone pour le moment qu'on prendra le temps de réfléchir à cette question un peu plus tard. Néanmoins, ce qu'on voyait quand même, c'est que dans le court terme, bien entendu, ça a déplacé énormément de centres d'intérêt des entreprises et des directions d'innovation. Il y a d'ailleurs une autre étude qui corrobore ça, où on voit qu'est remontée en priorité un peu plus haute. Dans l'innovation, vous le savez, on peut faire de l'innovation incrémentale, transformationnelle, et puis on peut faire de l'innovation sur les nouveaux business. En gros, de rupture. Il y a toujours cette dualité dans l'innovation. Et pré-Covid, il semble, à travers différentes études, qui n'étaient pas cette étude avec les élèves, mais d'autres études qu'on peut consulter, qu'il y avait quand même une prépondérance de l'innovation transformationnelle. Donc l'innovation incrémentale, c'est là-dessus que les entreprises font quand même le plus d'efforts, même si, bien sûr, il y a aussi une innovation sur des nouveaux business. Et là, semble-t-il, quand même, évidemment, ce genre de questions remonte. Alors, pour combien de temps, on verra. Et puis, évidemment, aussi, il y avait toute l'innovation qui était l'innovation très contextuelle. JC-Deco nous a parlé de cet exemple où ça s'est fait très rapidement, de mettre sur les abribus des systèmes distributeurs de gel. Donc là, c'est quasiment une réponse à un problème. Je ne sais pas, voilà. Oui, en même temps, ce qui était intéressant, ce qu'il relevait, c'est qu'ils ont cherché à répondre effectivement à la crise en créant ce fameux distributeur, mais en proposant un produit ou une solution qui serait pérenne. Oui, absolument. Et, si je puis oui, bien sûr. C'était intéressant parce qu'il a effectivement évoqué cette innovation, et il y en avait une autre qu'il avait évoquée, c'était sur les masques. Voilà. Et qui n'ont pas gardé. Et qui n'ont pas retenu. Mais on voyait, c'était vraiment dans une optique de comment on arrive à réagir par rapport à cette crise et comment on arrive à innover et à essayer d'innover en cherchant plein de… De même, ADP disait qu'il réfléchissait à l'histoire de la dispersion de produits désinfectants. Dans les aéroports, de façon à ce qu'on n'ait pas
tous à utiliser chacun nos produits, mais ça serait dans l'atmosphère. On en revient d'ailleurs bien à la définition d'innovation, qui est quelque chose de nouveau qui trouve un usage pérenne. Oui, c'est ça l'innovation, contrairement à j'ai fait une réponse contextuelle qui va durer le temps du contexte, quoi. Et en effet, c'est ce qui a, je pense, motivé JCDecaux pour arbitrer sur le gel. On en aura peut-être besoin même pour d'autres problématiques, virus, grippe, gastroentérite, etc. Donc, on peut en avoir tout le temps besoin. Les masques, ils étaient plutôt partis dans l'hypothèse que ça ne rentrerait pas dans les usages. Alors, on verra. L'innovation, c'est toujours une prise de risque, comme ça a été montré tout à l'heure. Et donc, on fait une hypothèse sur le futur. Mais voilà, donc oui, des enseignements sur et il y a un autre point qu'ils ont aussi systématiquement relevé, et ça revient encore à notre logique d'écosystème, qui était qu'ils se sont beaucoup rapprochés, enfin, ils font beaucoup plus de veille, finalement. Et ADP, qui a lancé ce fameux concours, tu sais, avec Parienco, sur justement comment repérer des innovations qui pourraient permettre aux usagers d'être plus sécures. Ça, je ne sais pas si c'est le contexte Covid, le contexte crise, parce que c'est quand même tendanciel, ça, très fortement dans les groupes d'élargir leur veille. L'open innovation, je pense que depuis, on va dire, 10-15 ans, les grands groupes ont énormément mûri sur ces questions-là. Au début, ça a été un peu la découverte, la relation de rencontre start-up, tout le monde s'est précipité dessus avec un certain nombre de déceptions. Il a fallu apprendre pour les groupes et les start-up à fonctionner ensemble. Et donc, ça n'a pas marché tout de suite. Mais ce que disait ADP, qui était à mon avis intéressant, c'est qu'ils ont posé une question directement liée à la crise. La question, c'était comment redonner confiance aux usagers dans les aéroports. Et là, ils ont fait cet appel à projet autour de cette question-là. Ils ont eu 350, ils disaient qu'il y avait eu 350 réponses. Oui, on avait eu déjà à Parienco une action comme ça à l'époque du Bataclan sur les problèmes de sécurité et les problèmes aussi de communication en cas de grosse crise, où on avait fait appel à tout l'écosystème, en l'occurrence national et même international, pour essayer de faire émerger des idées de solutions à mettre en place. Donc oui, on voit bien, ça a été dit par Philippe, le côté écosystémique dans l'innovation, il est fondamental. C'est, je pense, quelque chose qui est de mieux en mieux compris, mis en œuvre par les grands groupes. C'est vrai que dans ce genre de crise, c'est encore renforcé. Oui, mais je trouvais que c'était encore plus... C'est organisé à plus grande échelle, en fait. Ah oui. Parce que si on regarde ce que nous allons... parce qu'après, la table ronde par rapport au projet de Total. Oui. Donc, Total qui, effectivement, va également faire un appel à projet, ou en tout cas un partenariat avec énormément de startups. Orange, qui multiplie son réseau de... comment ils les appellent, tech, des incubateurs. C'est ça, c'est exactement ça. Qui multiplient au niveau mondial ces incubateurs. Donc on voit bien, je trouve qu'on élargit, parce qu'avant, finalement, on avait l'impression que le partenariat grand start-up, c'était quelque part à ma petite échelle, j'ai mon incubateur où je suis acteur parmi d'autres dans une structure. Là, c'est carrément industrialisé, à très grande échelle. Clairement, et ça dépasse d'ailleurs les startups, puisque l'open innovation, c'est avec ses pairs, c'est parfois même avec ses concurrents, c'est avec des universités, avec des laboratoires privés, des laboratoires publics. Ça peut être même avec son propre personnel. C'est évidemment avec ses fournisseurs. Ça a toujours existé dans l'aéronautique, dans l'automobile. On innove avec ses fournisseurs de rang 1, qui eux-mêmes innovent avec leurs fournisseurs de rang 2, qui eux-mêmes innovent avec leurs fournisseurs de rang 3. Donc, mais c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est quelque chose qu'on a vu apparaître au passage du 20e, 21e siècle. Cette tendance très forte à s'ouvrir. Et l'autre point qu'évoquait aussi, c'était ADP qui en parlait, qui voulait créer des réseaux autour d'innovation dans des domaines très précis, par exemple la cybersécurité, par exemple le sanitaire, et que ce sont des thématiques en fait. C'était des réseaux d'innovation thématisés. Oui, il y a
c'est d'ailleurs assez compliqué quand on regarde ça, et c'était intéressant l'intervention de Philippe aussi tout à l'heure de ce point de vue-là, parce que imaginez quand vous êtes dans un grand groupe et que vous avez donc des projets innovants qui vont prendre effectivement un certain temps avant de trouver peut-être un business model créateur de valeur. Imaginez l'ensemble des signaux faibles auxquels vous êtes confrontés dans votre business, et plus vous avez un business étendu, plus il y a de signaux faibles, plus il y a de signaux faibles à observer, et en permanence se poser la question. Donc c'est une espèce de contradiction entre le fameux, ce qu'on appelle FOMO, hein, Fear of Missing Out, donc il ne faudrait pas que je passe à côté d'un signal important, et dans le même temps, je ne peux pas tous les suivre. Et donc, comment je dois arbitrer en permanence, parce que le monde change. Donc, tous les 6 mois, ce qui était peut-être faux ou vrai 6 mois avant peut devenir le contraire 6 mois après. Donc, c'est un véritable enjeu, à la fois sur la veille, évidemment. Et alors, évidemment, on a envie d'ouvrir son réseau très largement, comme tu le dis, et c'est ce qu'ils font de plus en plus, hein, sur l'international, de façon spécialisée, à des endroits, voilà, pour éviter, comme on dit, de se faire disrupter. Et repérer le maximum de signaux. Repérer le maximum. Et voilà. Et il faut arbitrer. Et puis, même chose sur les projets. Quand on a des projets, mais lesquels faut-il soutenir? Comment on fait go, no go? Est-ce qu'un projet comme celui qui a été cité, voilà, sur 3-4 ans, est-ce qu'il aurait résisté à des comités d'investissement ou des comités innovation de grands groupes pendant les 5 ans, ou est-ce qu'il aurait été tué avant? On va poser la question à Christophe dans 2 secondes. Et juste parce qu'avant de passer la main à Christophe, je voulais juste que justement on fasse une remarque par rapport au titre de Christophe et à ce qu'on a pu repérer lors de cette fameuse journée dans l'enquête. Oui, sujet qui revenait très souvent. C'est marrant d'ailleurs sur le positionnement des directions innovation. Est-ce que d'abord il faut une direction innovation ou est-ce qu'en fait il faut des innovateurs partout dans l'entreprise, mais surtout pas au contraire érigés en direction innovation, la crainte étant qu'elle s'empare de projets alors qu'elle n'a peut-être pas la compétence pour traiter toutes les questions. Justement, quand on est un grand groupe, on peut avoir des questions sur des sujets tellement variés qu'une équipe de 20-30 personnes, même 40 personnes, peut parfois arriver au bout de ses compétences. Donc, est-ce qu'il faut une direction innovation ou pas? Et puis, évidemment aussi, ce qui est quelque chose qui est une question encore assez récurrente dans les entreprises, qui est, mais est-ce que les directions innovation doivent faire ou doivent accompagner? Donc, est-ce qu'elles doivent innover et porter des projets en tant que tels, ou est-ce qu'elles doivent susciter et accompagner avec des méthodologies? Et c'est là d'ailleurs où on peut reprendre la question qu'on se posait, est-ce que dans les grands groupes, on innove de la même façon que dans les startups? Est-ce que ce que nous a décrit Philippe s'applique dans les grands groupes? Donc, ce côté méthodo, donc est-ce que les directions d'innovation doivent être plutôt des accompagnants que des faiseurs d'innovation? Voilà. Et question évidemment qui revenait. Christophe va nous répondre. Voilà, la question est posée, Christophe. Oui, effectivement, toute la question de cette organisation, dans un groupe comme Bouygues qui fait 130 500 personnes dans 100 pays, avec 5 métiers différents, 3 métiers dans la construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, Colas, le groupe TF1 et Bouygues Télécom, effectivement, un champ qui est extrêmement large. Donc, la première chose qu'on a commencé à bâtir ou à faire, c'est de se dire, par rapport à ces 5 métiers, quelles sont les 4 grandes tendances que l'on a envie de suivre, qui vont impacter le groupe et sur lesquelles on va pouvoir avoir une action. Donc, on a bien évidemment le changement climatique, le vieillissement de la population et l'urbanisation de cette population, le digital, et puis le changement des comportements, co-living, co-working, co-mobilité. Et on a eu ensuite une approche qui était très organisée autour de ces 4 méga-trends. Et dans le groupe, on a toujours été assez outillés pour la veille. Donc on a un bureau de veille en Asie de 4 personnes qui ne fait que ça pour le groupe, et la même chose à San Francisco, et qui remonte les signaux faibles de ces grandes zones pour l'ensemble des métiers, et qui permettent de voir un peu justement ces signaux faibles et forts par rapport à ces grandes tendances,
et d'être organisé par rapport à ça. C'est relayé bien évidemment par des learning expéditions, soit de dirigeants, soit sur des thèmes RH, juridiques, système d'information. Et après cette veille, il nous a semblé important d'être également ouvert sur l'extérieur dans un écosystème, et donc on a co-créé un certain nombre d'action tanks, de think tanks. Un que j'aime bien, par exemple, c'est Futura Mobility, donc c'était 6 copains, chacun dans une entreprise différente, travaillant sur la mobilité, et donc on a décidé de créer un dispositif ensemble, de se voir très régulièrement pour envisager la mobilité du futur. Donc on retrouve le patron d'innovation de SNCF Réseau, de Safran, d'Air Liquide pour l'hydrogène, d'Aéroport de Paris, Sébastien Hillet, le couturier dont on parlait tout à l'heure, de Keolis, d'Alstom, bien évidemment. Et donc, dans cet écosystème large, on essaye ensuite de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passerait si. Donc, on a écrit un petit bouquin sur qu'est-ce qui se passerait si l'énergie venait à manquer. Qu'est-ce qui se passerait si l'énergie était gratuite. Et puis, de raisonner ensuite par scénario. Donc ça, c'est le travail qu'on est en train de faire ensemble sur les scénarios, avec un scénario où on suppose au départ que la technologie va nous sauver. Ou bien un scénario où on considère qu'au contraire, c'est les ressources qu'il va falloir économiser de manière drastique. Donc ça, c'est ce travail fait, j'allais dire, en commun dans un écosystème un peu ouvert. On peut retrouver la même chose sur un thème un peu plus technologique avec IES Lab, un Open Lab du CEA, autour de thèmes comme quartier bas carbone. Alors, on a lancé cette année une réflexion sur les quartiers bas carbone 2040, à la fois avec les experts du CEA, Vicat, Saint-Gobain, et puis le côté l'UFE, le centre Michel Serres. L'UFE, c'est le nom des Français des producteurs d'électricité. Le centre Michel Serres avec des étudiants très intéressants, parce que ces étudiants viennent, sont des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des économistes, et donc ensemble. Et puis un département, donc le conseil départemental des Yvelines, qui nous a offert finalement 3 lieux différents d'expérimentation pour ce quartier bas carbone. Sartrouville, la cité des Indes, Sartrouville, qui est un peu difficile, un centre-bourg à côté de Cochepaul, et puis Vézinay-le-Pay. 3 environnements très différents pour envisager quartier bas carbone 2040. Donc ça, c'est pour cette partie fine. Et puis, ensuite, on a également, on parlait des startups, avancé sur cet écosystème de startups. Donc aujourd'hui, chacun des métiers a un petit fonds d'investissement de startups, early stage. Le portefeuille de startups aujourd'hui, c'est une trentaine de startups en portefeuille. Et puis, TF1 a monté un dispositif qui est vraiment une best practice, qui s'appelle le Media Lab, qui est hébergé à Station F, sur lequel tous les 6 mois, on sélectionne 5 à 6 startups, sur lequel on leur promet juste d'être hébergés gratuitement, d'avoir un business avec une direction opérationnelle de TF1, d'avoir un executive sponsor chez TF1 et de pousser ça en 6 mois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, et sans promettre d'investissement de la startup, ce dont la startup d'ailleurs ne souhaite pas forcément, ce n'est pas forcément son calendrier. Et on voit qu'aujourd'hui, ce dispositif a permis un taux de transformation sur les 5 saisons qui ont été lancées de 50%. Et la dernière saison, on est proche de 100% de taux de transformation entre la startup. Taux de transformation, ça veut dire un business. Ça veut dire un business réellement opérationnel. Je prends un exemple. Les journalistes de TF1 ont aujourd'hui accès à un dispositif qui est fabriqué par une startup qui s'appelle Buster AI, qui permet de leur donner en temps réel l'information si une news qui est dite sur le plateau est fausse, vraie, ou s'il y a un doute. Et donc, d'utiliser un système d'intelligence artificielle pour faire ça. Donc, et ce dispositif est, je trouve, extrêmement intéressant et bien en complément avec le fait d'investir un certain moment dans une startup. Ce que l'on fait, il y a des startups dans lesquelles on investit, qui s'appelle Recommerce, et qui fait partie aujourd'hui du Next 40. Donc, on est très fiers d'avoir décelé très tôt cette startup qui fait du recyclage de téléphones portables pour le téléphone. Ensuite,
on s'est dit, bon, les idées ne sont pas forcément qu'à l'extérieur, elles sont aussi chez nous. Et donc, on a lancé des programmes d'intrapreneuriat. On a lancé plusieurs, notamment avec un dispositif central qui s'appelle Innover comme une start-up. Les métiers ont aussi lancé leur propre programme thématique. Et on a vu que c'était quand même extrêmement compliqué. Les idées étaient là, mais on a créé un action tank composé de 2 à 3 dirigeants de chacun des métiers du groupe, donc Olivier Bouygues, Olivier Roussat, membre du jury. Et ça marchait très bien, mais le problème vient après. Lorsqu'on commence à vouloir faire grandir la start-up dans l'environnement d'un grand groupe, alors là, la direction juridique, les financiers, les business plans, et là, on commence par avoir un dispositif qui est un peu lourd, et donc on a appris en marchant, on a l'habitude de dire qu'on a fait toutes les erreurs, mais à chaque fois, on a trouvé une solution, et donc on a par exemple créé un GIE dans la maison mère de Bouygues, Bouygues, fondé par les métiers, où on protège cette idée, cet intrapreneur ou cette équipe d'intrapreneurs en les mettant dans un environnement très privilégié. Donc on a un petit écosystème autour de juristes, de RH, de finance, qui vient les épauler et on les isole un peu pendant quelques temps du reste de l'entreprise. Les anticorps générés par le groupe. Oui, parce que forcément, dans un groupe comme Bouygues, on est hyper organisé, on veut avoir de l'aide. Il n'y a pas de place à l'imprévu. Et là, forcément, on va changer plusieurs fois de direction. Je voudrais revenir sur le résultat du sondage auquel ont répondu nos internautes. Donc, quel était l'impact de la crise sanitaire sur le budget innovation de votre entreprise? Donc, il a baissé pour 35%, il a augmenté pour 17% et il est inchangé pour à peu près 50%. Par rapport à Bouygues, par exemple, Nous, il est resté inchangé, majoritairement. Mais par contre, on a fait un exercice et un effort particulier pour focaliser notre énergie. C'est-à-dire qu'on a voulu véritablement que l'innovation soit au service de la stratégie du groupe. Et donc, chacun des métiers fait en sorte que ce qu'on est en train de faire est totalement relié à un élément stratégique du groupe. Donc la crise a quand même impacté. Exactement, on est beaucoup moins éparpillé, on s'est refocalisé de manière à ce que les ressources employées soient vraiment en attente par rapport à ce que l'on souhaite faire dans ce groupe. Donc ça veut dire qu'il y a des projets qui ont été arrêtés par ailleurs. Oui, ou freinés. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Et sur justement l'organisation par rapport à cette centralisation qui pouvait ne pas être comprise ou en tout cas vécue dans les autres groupes, comment tu l'expliques? Alors, nous, dans l'organisation, on est particulièrement décentralisé. C'est-à-dire que l'innovation est vraiment une innovation distribuée. Moi, à la tête du groupe, on est une équipe de 12 personnes et on est plus là dans l'animation du changement. Donc, vous n'êtes pas des faiseurs. Une petite équipe de tech, on ne se refait pas quand même. Il y a quand même quelques PhD un peu techos qui sont là et qui aident. On est en train de sortir un produit qui s'appelle Anobi, qui a un manchon pour permettre de digitaliser les compagnons sur le terrain. Donc, on accompagne ce genre d'initiative, mais majoritairement, on est plutôt là pour aider à la transformation, déceler les projets intéressants et accompagner ce changement. Une question intéressante de Hassan sur le risque que le directeur innovation prend à se tromper dans ses innovations. Donc, en gros, il peut-il perdre sa place? Une innovation qui n'a pas prouvé son marché produit une grosse perte. Est-ce qu'il y a le droit à l'erreur? Le droit à l'erreur, c'est très important, le droit à l'erreur. Et de faire, alors ce qu'on fait de plus en plus, c'est de retour d'expérience formalisé sur des choses qui ne sont pas bien passées. J'avais justement une réunion dans l'après-midi avec Olivier Roussat sur un thème sur lequel ça ne s'était pas bien passé. Et donc, de revenir sur et de savoir à partir des difficultés et de pouvoir bâtir quelque chose pour le futur, ça c'est extrêmement important. Et c'est à mon avis comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'ailleurs adopter finalement la même stratégie que dans les fonds d'investissement? Un fonds venture, quand il finance des entreprises innovantes, globalement, il se trompe 9 fois sur 10.
C'est-à-dire qu'une fois sur 10, effectivement, il a dans les mains un succès, un Criteo ou autre, qui fait faire un multiple énorme. 2 ou 3 fois sur 10, les boîtes qu'il a financées, alors qu'évidemment, il était persuadé que ça pouvait être un Criteo, déposent le bilan, donc sont disparus, l'argent investi avec, et le reste, 7 fois sur 10, il va faire 0,8 fois sa mise, 2 fois sa mise, etc. Donc, effectivement, la question est pertinente. Est-ce qu'il faut juger le directeur innovation sur une innovation qui ne se passe pas bien ou sur la performance d'un portefeuille de 12-15 innovations? Et oui, sur 12-15, il y en a probablement 3. Ce que l'on retrouve d'ailleurs dans les investissements qu'on fait dans les startups, c'est-à-dire bien sûr. En fait, sur les 40 investissements que l'on a fait, certains ne sont pas bien passés, on a vu le bouillon, puis d'autres se sont mieux passés, puis globalement, ça c'est plutôt positif. Voilà. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir sur ce sujet-là? Je vais prendre plutôt ma casquette de start-up pour le coup, parce que je suis patron d'une boîte de 10 personnes qui est à 100% dans l'innovation. Et mon équipe, c'est essentiellement des informaticiens, des développeurs. Moi, je code depuis 15 ans. Et j'allais vous dire, ce n'est pas un droit à l'erreur, c'est un devoir à l'erreur. C'est-à-dire que quand on fait une ligne de code, elle ne marche jamais le premier coup. Et donc, si on croit que le monde d'aujourd'hui, il faut que ça marche du premier coup, eh bien, on ne fait plus rien. Et en fait, moi, je pense que la différence de culture fondamentale qu'il y a entre ces entrepreneurs, ces gens qui ont envie de découvrir des choses, de prendre des coups et de se tromper, c'est des gens qui ont la culture de la prise du risque. Et on parle dans les grandes entreprises au quotidien à des gens qui sont là pour couvrir les risques. Et la difficulté de dialogue, elle est là. C'est que tous les jours, c'est pas grave, on va se casser la gueule, on va prendre un coup et on va apprendre énormément de tout ça. Alors que de l'autre côté, dans vos grosses boîtes, à la limite, une première fois, quand on va accepter, mais une deuxième fois, ma carrière, elle est foutue. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on n'arrivera pas à se parler. Nous trouvons un moyen pour qu'on regarde avec bienveillance ce risque et ce problème. J'ai travaillé en tant que start-up avec une boîte. J'ai dit ça, j'ai été foutu dehors, je n'ai plus jamais travaillé avec elle. Il était interdit de parler d'erreurs ou d'échecs dans cette entreprise, une entreprise du CAC 40. Je voudrais. Oui, pardon. Non, je réagis un peu à ça parce que je pense que c'était sans doute vrai il y a quelques années. J'ai l'impression, en tout cas, nous, pour travailler avec quelques gros groupes, que c'est quand même en train de bouger, c'est quand même en train d'évoluer, qu'on se rend compte que. Parce que les collaborateurs. Beaucoup d'erreurs en fonctionnant comme ça. Mais, alors, un des exemples qu'on a pris notamment, c'est sur l'entrepreneuriat. Justement, on trouvait qu'on avait du mal, que c'était compliqué. Et donc, à un moment donné, j'ai organisé un call entre le patron de Michelin, qui fait beaucoup de choses, donc Laurent Ménégo, et Olivier Roussard. On discutait pendant 1 heure, et l'échange entre les deux était d'abord extrêmement simple, et se dire, finalement, nous aussi, on a rencontré ces difficultés, alors comment tu as fait? J'étais comme ça, et de s'apercevoir que finalement, on est tous dans un monde de difficultés, et qu'il n'y en a pas un qui détient la vérité, et sur lequel... C'est intéressant parce que tu reviens à l'écosystème. Voilà, et donc cette prise de conscience-là était extrêmement intéressante. Et moi, je pense que je reviens sur ce que disait Philippe tout à l'heure sur cette expérience sociale de la startup. C'est vraiment ça. C'est finalement, c'est se confronter, c'est rencontrer, c'est essayer. C'est ça. Et on voit bien. Et je ne sais plus, Jean-François, c'est toi qui avais dit ça à un moment donné, un des consultants d'Oresis, où tu avais dit parce que dans la prise de tête, tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça en soi. Et c'est il y en a qui ont plus de mal à le faire que d'autres. Il faut quand même de la ténacité pour tenir pendant 4 ans et puis pivoter 8 fois. Il faut vouloir. Il faut vouloir. C'est plus, voilà, donc je pense qu'il y a sur cette notion d'ailleurs de prise de risque, dans les entreprises, il y a toujours 2 phases. Il y a une phase exploitation, une phase exploration dans les boîtes. Alors dans les startups, évidemment, on est principalement dans la phase exploration. Dans la phase exploitation, on n'a pas tellement droit à l'erreur, en réalité. Et quand on fait voler des avions, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, évidemment, la culture dominante, et quand on est Michelin et qu'il faut faire des pneus, il ne faut pas qu'ils explosent. Quand on est Bouygues, il faut faire des immeubles, il ne faut pas qu'ils s'effondrent. Mais surtout qu'on a des garanties décennales. Enfin, voilà. Donc, évidemment, la culture, elle va dans le sens de les gars, s'il vous plaît, n'innovez pas trop, respectez les process, etc. La difficulté vient quand ces personnes-là, qui sont 70 à 80% des boîtes,
on les met sur des projets innovants alors que ça fait 20 ans, 30 ans qui sont picousés à attention, n'innovez pas trop, respectez les process. Évidemment, c'est très compliqué pour eux de se retrouver dans. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté des grands groupes de faire cohabiter exploitation, exploration. Est-ce que c'est avec les mêmes équipes? Alors la tendance souvent, c'est de dire, ben oui, tout le monde peut innover, peut avoir des idées. Tout le monde peut avoir des idées, mais c'est exactement ce que tu disais, Florent. Tout le monde n'a pas forcément la ténacité, ce que vous disiez. La difficulté, c'est après la mise en œuvre. Les idées, tout le monde en a. C'est pas cher, c'est facile, c'est même assez valorisant parce qu'on se dit tiens, j'ai eu une idée géniale. Donc ça fait plaisir. Ah, mais la difficulté, elle vient après. Je voudrais bien qu'on donne la parole à Stéphane Gervais du groupe La Croix, parce qu'il nous a écoutés, je sais, merci Stéphane. Et qui nous donne son avis sur toute cette conversation et comment ça se passe chez La Croix, justement. Alors La Croix, c'est une ETI. Mais il va nous dire lui-même. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir à tous. J'aurais aimé beaucoup être avec vous ce soir. Mais malheureusement, je suis donc sur Nantes à distance. Et ça sera, j'espère, pendant quelques semaines. Oui, non, échange très très intéressant. Merci aussi. Bonjour à tous et bonsoir à tous. On est une ETI industrielle à La Croix, 4000 personnes. On est sur les secteurs de la mobilité, mais plutôt du côté infrastructure, de tout ce qui est aussi gestion via des objets plus ou moins intelligents, plus ou moins connectés, de l'éclairage public extérieur, des véhicules autonomes, aussi des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie et autres. Et on fait beaucoup d'électronique en assemblage et en conception. Et beaucoup de choses ont été dites ce soir, hein, donc je ne vais pas faire de redite, mais c'est vrai que nous on s'est placé, j'ai une équipe d'innovation qui est transverse. On l'a faite en fait pour être capable d'accompagner nos collaborateurs. Je vous rappelle quand même, on est industriel, donc l'innovation elle doit être contrôlée, en tout cas à l'époque. Et il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on ne fait pas d'innovation efficace si on n'accepte pas la partie transformation. Si vous innovez, c'est que vous allez transformer ou vous voulez transformer, en tout cas, tout ou partie de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que effectivement, des innovations ou des équipes d'innovation se retrouvent un petit peu bloquées parce qu'elles n'ont pas l'audace d'aller plus loin que l'innovation et ne veulent pas aller sur la transformation. Ce qui résonne aussi avec le livre de Philippe sur l'entrepreneuriat, où je retrouve effectivement des traits de ce qu'on fait dans l'innovation. Parce qu'en fait, c'est une sorte de projet d'intrapreneuriat, comme on peut dire, mais qui est là pour... on ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec. Ça va être long, compliqué, difficile. On va devoir changer pas mal de fois ce qu'on est en train de faire, mais c'est quand même vraiment pour transformer l'entreprise à la fin. Juste un petit exemple. Quand on a démarré en fait le projet d'avoir une équipe d'innovation, en fait, on a eu un conflit avec les valeurs de l'entreprise, une entreprise quand même industrielle, et ça a déclenché en fait tout on va dire un processus de revisiter nos valeurs. Et à l'étonnement de beaucoup, donc c'était un processus collaboratif. Il y a des valeurs d'audace et d'ouverture qui sont ressorties et qu'on a mis en avant, qui n'étaient pas du tout, on va dire, évident pour une entreprise encore une fois industrielle. Donc nous, on se place sur une équipe, on se nomme les catalyseurs dans l'innovation. Donc on est là pour aider les autres à catalyser, mais c'est pour être sûr qu'à la fin, ce soit eux qui innovent et qui, parce qu'on pense que tout le monde peut innover, en tout cas une bonne partie de nos employés peuvent innover. On en a vu en Tunisie qui ont fait des choses extraordinaires, mais il a fallu aller les chercher, etc. Mais l'équipe d'innovation doit aussi faire des choses, démontrer des choses pour être capable de donner confiance ou d'aller sur des domaines qui étaient jugés, on va dire, impossibles ou qui ne valent pas le coup. De là, j'ai pu avoir une méthodologie maintenant j'ai pu présenter sur cette étape pour pouvoir en fait arriver à mettre en place une équipe d'innovation. Mais c'est vrai que c'est une aventure intrapreneuriale très intéressante qui demande aussi pas mal de compétences, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue business, que d'un point de vue marketing, que d'un point de vue communication. Et
c'est une aventure que je recommande bien sûr à pas mal de monde. Une question, Stéphane. Je veux dire, la crise a changé quoi justement dans cette stratégie d'innovation que tu décris? Alors, la crise, moi, j'ai voulu tourner un petit peu, on va dire, retourner ce qu'on était en train de faire pour amener, en fait, des solutions beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus court terme. D'une part, et c'est ça qui est intéressant, et d'autre part, ça a accéléré, en fait, toute la partie nouveau business model et prospective qui était moins, on va dire, moins mise en exergue. Donc, sur la partie un petit peu innovation plus court terme, c'était comment utiliser les données ouvertes, donc l'open data et les données qu'on pouvait avoir en interne pour aider nos commerciaux à aller plus loin sur des prescriptions. C'est des choses qu'on ne savait pas faire à l'époque. Donc ça c'est un projet qui a été complètement accéléré. Ça, c'est vraiment pour essayer de retrouver effectivement, enfin d'avoir des méthodes un peu plus innovantes, un peu plus pour faire de la prédiction en fait d'opportunités. Et d'un autre côté, on a lancé aussi tout ce qui est prospective pour influencer les nouveaux business models que l'on doit adresser, notamment autour de ce qu'on appelle la smart data, donc de données qualifiées, etc., de son exploitation, mais pour nos clients. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on est en train d'accélérer pour passer de la vente de produits à ajouter en fait un récurrent autour de l'analyse des données qui sortent de ces produits-là. Il y a eu une accélération autour des projets data, c'est ça que tu veux dire? Une accélération forte des projets data dans tous les sens du terme en fait, pour des conséquences, pour des buts qui sont court terme et long terme, absolument. Il y a une question à laquelle j'aimerais que qui que ce soit réponde, c'est quels sont les défis humains que vous avez pu identifier dans toutes ces problématiques? Est-ce qu'il y a des défis? Il y a plein de défis. Le gros défi, nous, que l'on voit dans l'innovation, c'est comment en fait sortir un petit peu certaines personnes de l'opérationnel, alors même tout le monde d'ailleurs, pour pouvoir en fait l'aider à explorer, l'aider à prendre des risques et l'aider à aller plus loin dans la partie innovation. Donc il y a un vrai problème de transformation de l'entreprise, mais aussi de transformation des personnes qui sont dans cette entreprise. Donc c'est aussi une aventure humaine qui demande beaucoup de temps, parce qu'il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut qu'ils apprennent pas à pas, etc. Donc mais aussi les aider à prendre des risques pour pouvoir peut-être avoir des échecs. Effectivement, il y a des entreprises qui ont peut-être puni la prise de risque, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a beaucoup d'employés qui ne veulent pas prendre de risques pour plein de raisons. Et c'est ce qu'on essaie de leur faire apprendre. En plus, dans nos écoles d'ingénieurs, et je pense qu'on a deux grandes écoles, alors j'espère que ça a changé, deux grandes écoles qui sont représentées, mais on n'apprend pas à prendre des risques à nos étudiants aussi. Donc, c'est une rééducation qu'on doit avoir. Et justement, dans les profils des personnes de mon lab aujourd'hui, j'ai pris des personnes qui venaient de nos activités pour pouvoir imprégner le côté, enfin, nos différents ADN. Et ce que je m'aperçois à chaque fois, c'est que c'est des personnes qui mettent plus de 6 mois à s'acculturer à l'innovation. Mais il y a 6 mois compliqués, très difficiles pour eux-mêmes, où ils remettent en cause leur expertise, leur façon de faire et leur non-prise de risque. Et ils doivent se remettre en cause dans tout ce qu'ils ont appris pour pouvoir devenir innovants et commencer effectivement à aider ces autres collègues à être innovants. Donc, une grosse. On va donner la à Florent, justement. Florent, donc tu es directeur général de Résist, cabinet conseil, où tu as un panel de clients, tout ce que décrit Stéphane ou a pu décrire Christophe sont des choses que tu rappelles. Oui, alors, juste pour préciser, donc au Résist, on a un cabinet conseil vraiment spécialisé en transformation. Donc, j'aimais bien ce que disait Stéphane, on disait que l'innovation mène vers la transformation.
Et nous, en fait, on a plutôt fait le chemin inverse, on est sur la transformation. Notre métier, c'est vraiment de faire des projets, de transformer les entreprises, et donc de les accompagner. Et donc, on est remonté sur l'innovation qui est un peu en amont, justement, parce que par intérêt, donc moi je fais beaucoup d'innovation au sein d'Aurélis, mais aussi pour nos clients. Donc on est remonté un peu, en amont. Ce qu'on peut voir, enfin après c'est des choses qu'on a déjà dites, mais sur aujourd'hui autour de l'innovation, depuis quelques années, la promotion de l'entrepreneuriat est très fort, et donc c'est toute la problématique effectivement de faire cohabiter ces mondes de l'innovation et de comment on les rapproche du métier et comment on arrive à les faire cohabiter, et finalement à faire innover le métier et rendre l'innovation plus proche du métier. C'est vraiment une tendance qu'on voit. Et deuxième chose, c'est ce côté catalyseur des directions d'innovation, au sens c'est plutôt des chevaux légers. Mais je crois que c'était le cas chez Bouygues, et on l'a vu chez ADP, et on l'a vu aussi chez Albert Saraf, chez et d'autres clients. Je travaille beaucoup dans le transport, en fait, notamment la RATP, c'est aussi ça. C'est finalement comment je crée des lieux propices à l'échange, à casser les silos, parce qu'il y a des entreprises aussi où c'est pas encore complètement bien, qui sont plus ou moins matures, mais donc parce qu'on a RATP, il y a des silos, donc c'est comment on crée des lieux propices pour casser ces silos, pour que et justement arriver à mixer le plus possible ces équipes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. L'écosystème, on pourra y revenir, mais là aussi, ça devient un réel asset de l'entreprise. Et donc, comment on arrive à créer et valoriser cet écosystème. Et nous-mêmes, au Régis, on est 350 consultants à notre petite taille, à notre mesure. On a aussi vu l'intérêt et l'enjeu stratégique de créer notre propre écosystème pour pouvoir innover avec nos clients, en sachant que notre positionnement en Régis, c'est justement d'utiliser les nouvelles technologies et les mettre au service de nos clients pour les transformer. Du coup, c'est comment on arrive à créer cet écosystème et à pouvoir le mettre au service de nos clients. Et est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui dans l'approche de l'innovation que les entreprises type ADP qui effectivement sont extrêmement impactées par la crise, ou d'autres qui au contraire sont plutôt portées et qui seraient en croissance? Est-ce qu'il y a des différences de stratégie dans la façon d'innover, dans la façon de créer son écosystème, d'enrichir son écosystème? En fait, aujourd'hui, en tout cas, les clients qu'on accompagne, ils ont mis en place tous les dispositifs dont on a parlé, que ce soit sur accentuer l'entrepreneuriat, créer ses écosystèmes, faire de la coopétition, travailler avec ses fournisseurs, ses clients, tout ça, ça existe. Et je crois pas que ça a été transformé. Enfin, après, mais je pense que ça continue. Il n'y a pas eu Et du coup, justement, comment vous travaillez avec vos clients sur cet enrichissement et justement cette transformation? Alors, nous, donc encore une fois, nous on vient du monde du projet, et donc on est plutôt remonté vers l'innovation, et donc là, ce qu'on a, en fait, la façon de campagne, là, ça rejoint aussi nos propres valeurs, c'est qu'on a une approche très pragmatique, très projet, très transformation, et donc c'est finalement comment on s'inscrit dans leur dispositif. Si je prends encore une fois la RATP qui a en quelques années développé tout ce dispositif d'innovation, allant de la mise en relation de start-up, la mise en relation avec des start-up, jusqu'à la création de réseaux de labs et de lieux de transformation. On va les aider à animer et justement à faire le lien entre les métiers, donc ces ingénieurs qui sont la tête dans dans leur quotidien, arriver à les sortir et à les coacher et à les emmener pour travailler sur ces innovations, pour pouvoir ensuite transformer ça en projet. Il y a une question qui disait, est-ce que c'est pas pertinent de mélanger les gens de l'externe et les gens de l'interne? Est-ce que finalement c'est ce qu'on voit ou pas? Tu as vu cette étude? C'est Fast Up Partners, tu sais, 74%. Mes projets réussissent grâce à des équipes. 3 petits points, 74% mixte, 18% interne, 5% externe. Donc la mixité est félicitée apparemment. Oui, indispensable.
Oui, moi je vais citer un exemple qui a remporté d'ailleurs un prix ce matin chez Netexplo, qui s'appelle Commune, c'est un projet d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est un directeur de chantier du Grand Paris Express qui passe une grande partie de son temps à essayer de d'éliminer les problèmes de nuisance des chantiers par rapport aux habitants et qui finalement met en place un dispositif avec des capteurs qui permettent d'objectiviser et puis d'avoir une vision immédiate grâce à Waving, donc une start-up de la région de Lille, qui est une sorte de Shazam du dispositif, qui analyse le son, et qui, grâce à ce besoin finalement exprimé par ce garçon qui a porté ce projet en entrepreneuriat et puis cette start-up externe, a permis de monter un vrai dispositif qui aujourd'hui est reconnu et opérationnel, totalement opérationnel. Et a signé des contrats avec la SNCF sur ces chantiers, avec bien sûr que là c'est des constructions, mais d'autres. Et je pense peut-être aussi il y a un sujet quand même, on parle d'innovation, et en fait il y a plusieurs niveaux d'innovation. On en parlait quand on se hier, je pense il y a ces innovations qui peuvent être très disruptives et qui vont créer un nouveau business et qui vont créer presque une nouvelle activité d'entreprise. Et puis il y a aussi quand même beaucoup d'innovations qui sont finalement de l'amélioration, peut-être incrémentale, où on tire le trait finalement, et qui vont être de l'amélioration continue, quelque part, ou de l'amélioration de dispositif. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt on est moins sur le dispositif et plutôt sur l'amélioration, mais je pense que ça s'accompagne pas de la même façon non plus, et ça se fait pas de la même façon, et voilà. Guillaume, raconte-nous déjà ce qu'est Mazerbase et justement comment les grands groupes peuvent utiliser ces innovations, ces signaux faibles pour opérer dans les startups. Il va falloir que je range tout ce qui m'a traversé le cerveau depuis tout à l'heure, c'est 1 milliard d'idées. Il y a 1 milliard d'idées, je ne sais pas s'il y a une caméra qui peut voir ce que je montre là, mais je vous montre une petite représentation graphique dans laquelle il y a 9200 logos. 9200 logos, c'est les 9200 logos des startups françaises que j'ai dans ma base de données qui s'appelle Mazerbase. 9200 raisons d'innover de façon collaborative, d'inventer des choses nouvelles ensemble, de faire de l'innovation responsable ou durable, je ne sais plus comment on a parlé ça. Durable, en tout cas pour faire ensemble d'éviter que l'entrepreneuriat ait un rôle pour la 9e fois, ça a déjà été inventé 19 fois par les startups à l'extérieur. 9200 raisons de partager le risque, de s'appuyer sur l'externe pour mutualiser le risque, pour l'externaliser un peu pour éviter d'avoir trop de filières en interne. 1 milliard de et c'est une façon de repérer les signaux faibles aussi. Et alors, mieux que des signaux faibles, des signaux d'ailleurs, en fait. C'est-à-dire que, avant de commencer tout à l'heure, on parlait de la notion d'achat en entreprise. Très souvent, quand je rencontre une entreprise traditionnelle, elle me dit, mais pourquoi est-ce que je vais me casser les pieds à regarder vos bases de données, à s'effrayer les startups? Les entreprises qui veulent bosser avec moi, elles m'appellent. Et c'est juste, non? Une entreprise dans une relation traditionnelle, il y a des gens qui passent leur temps à appeler, non, mais je voudrais te vendre ceci ou cela. Le truc, c'est que de mon point de vue, ce qui est vraiment innovant, ce qui est vraiment intéressant, et donc ce qui amène à terme vraiment de la valeur pour les grandes entreprises, c'est d'aller dans des pistes auxquelles les autres n'ont pas en pensé. Et en fait, c'est à vous d'aller identifier les startups auxquelles personne n'a pensé, et elles-mêmes n'y auraient pas pensé, pour ensemble fabriquer quelque chose de vraiment nouveau. Et la co-innovation, c'est ça. C'est aller chercher les forces des uns et des autres pour les mettre ailleurs, pour faire en sorte, pour faire ce que fait Fleming. Il y a un fort moment. Fleming bossait sur sa paillasse dans sa boîte de pétri. Et on s'est émerveillé sur l'invention de la pénicilline et sur le génie de Fleming. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que Fleming a inventé la pénicilline grâce à son voisin de paillasse. Son voisin, il était mycologue, il faisait des champignons. Et ces champignons sont venus pourrir la boîte de pétri de Fleming. Et c'est comme ça, c'est grâce à l'écosystème de son voisin, c'est en bossant à l'insu de son plein gré avec quelqu'un d'autre, qu'il a pu inventer la pénicilline. Il a pensé out of the box. Il a pensé out of the big box, j'en sais rien, mais il a pensé. Qu'est-ce que tu dirais sur la fertilisation justement entre les grands et les petits? Est-ce qu'il y a une évolution justement, puisque la base de données, peu importe, tous ces systèmes de veille permettent de repérer l'innovation, ou en tout cas les signaux faibles qui peuvent être intéressants. Est-ce que derrière, aujourd'hui, il y a plus de résultats, plus de... Mais il y en a plein. Alors, je crois que c'était 18 mars, le discours du président Macron pour annoncer le confinement.
Moi, j'étais devant ma télé, c'était, je sais plus, un mercredi ou un jeudi. Et puis là, je prends la terre sur les épaules. Mon job, c'est de voir des directeurs d'innovation et de leur vendre des outils pour faire de l'open innovation. Je me suis dit, ok, c'est fini, je vais plus vendre un seul logiciel, ça marchera plus. Et puis, comme on prend des coups dans la figure en longueur de temps quand on est une startup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut revenir? Là, je me suis dit, en fait, dans ma base, j'ai des centaines de startups qui ont des solutions pour permettre aux enfants de travailler mieux à l'école quand ils sont confinés, aux petites entreprises de recommencer à bosser. Oui, aux commerçants de vendre en ligne. Le jeudi matin, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, on va faire ce truc-là. Le vendredi, je présentais ça à Syntec, et le mardi, on lançait Covid Syntec numérique. Au départ, 60 solutions, 15 jours après, 500 solutions pour les commerçants, les PME, les TPE, les professionnels de santé. Peu importe. Mais notre job, c'est de rebondir, de réinventer, de prendre des coups et de s'en sortir. Et est-ce que la crise aujourd'hui rend les grands groupes plus curieux, plus humbles, peut-être par rapport à ce que peuvent faire les petits? Alors, c'est hyper divers. Cet exemple-là, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que pendant les 3 premières semaines, plus tu discutais avec des dirigeants d'entreprise haut placés dans des boîtes les plus importantes, plus c'était devenu des enfants parce qu'ils ne savaient pas bien utiliser leur Teams, leur Zoom, leur machin, leur truc. Et ça a remis tout le monde sur un pied d'égalité et avec une curiosité vachement bienveillante vis-à-vis de trucs super basiques de la technologie. Hein. Mais voilà, tout le monde s'est retrouvé comme des enfants et tout le monde a regardé ces trucs de façon hyper bienveillante parce que ça a permis aux gens de bosser, ça a permis aux gens d'échanger. Et en fait, on s'est rendu compte que on a survécu à cette crise grâce aux technos. Et donc, ça a remis la techno au cœur du dispositif. Ça a remis aussi, pas le risque, mais un regard plus bienveillant sur des choses pas normées, quoi. C'est-à-dire, ah merde, la direction des achats n'a pas autorisé Zoom, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas faire autrement, on va l'utiliser. On n'a pas le droit de faire de la télé, comment ça s'appelle? Pardon? Oui, du télétravail, ou même pour les médecins, la consultation, on peut pas faire autrement, on va le faire. Et en fait, on s'est autorisé à faire des choses internes. Et on s'est rendu compte que ça marchait. Et d'un coup, ça a ouvert des perspectives extraordinaires. Donc, il y a des entreprises qui l'ont fait comme ça. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, ce que je pressens, ce que je ressens dans ma relation avec les entreprises, c'est que l'usage de l'innovation depuis le mois de mars, c'est pour le PNL 2020. Et tout ce qui était un peu plus longueur de vue, un peu plus vraie disruption, on l'a mis de côté. Et là, on va utiliser l'innovation pour faire en sorte de faire... Une dernière question d'un internaute, et après, on arrêtera là, elle s'adresse à Christophe. Est-ce qu'il importe d'avoir une culture client pour faire adopter des innovations dans un grand groupe comme nous? Ah bah oui, ce qui n'est pas centré client ne sort pas. La notion du client est vraiment le programme d'entrepreneuriat qu'on est en train de lancer. Il est basé uniquement sur les nouvelles offres donc oui, je pense que ça c'est pas la plus. Vous êtes tous d'accord? Ouais, c'est pas pareil quand même. Alors le client, ça peut être aussi un client interne d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était Albert Sartre qui je reviens dessus, parce que ça m'avait, lui, je disais, sa philosophie, c'était écouter les clients, et puis des standards, et puis après, d'être opportuniste en disant, il y a des, voilà, je pense que c'est ça, c'est vraiment écouter le client, tourner vers le client. En fait, il n'y a pas une start-up, pardon, excuse-moi, il n'y a pas une start-up, ou presque, qui n'est pas née d'un problème client. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais salarié d'un grand groupe, j'étais je sais pas où, et puis je me suis dit, merde, ça n'existe pas, ça marche pas. Eh bien, je vais le faire. Et la start-up, elle est née comme ça. Donc, en fait, l'état d'esprit de la start-up, c'est justement de résoudre un problème client. Et donc, la open innovation et le lien corporate start-up, ça va permettre justement de mettre la problématique client au milieu du sujet et non pas le sujet du process. Écouter ses clients, écouter ses salariés, écouter ses fournisseurs. Tous les signaux faibles qu'il y a sur la planète, et puis là, on s'en sort. Et ensuite, travailler l'état d'esprit. Voilà, absolument. Pas oublier le social. C'est le mot qui disait entre le possible et l'impossible, il y a 2 lettres et un état d'esprit. Merci. Bonne conclusion. Merci à vous tous. Et merci en tout cas à vous tous aussi également de nous avoir écoutés. Un dernier mot de la part de Sylvain pour clôturer cette soirée.
Oui, alors il y a encore, on n'a pas été au bout de toutes les questions. Hein. Il y a énormément de questions. Je les ai vues. Mais comme on va avoir un programme riche pour 2021 et qu'on sera bien au rendez-vous, comme tout le monde, je disais, on a beaucoup de projets éditoriaux sur la rentrée, notamment sur les écosystèmes. Enfin, on en reparlera. On a voulu porter un projet assez ambitieux bon, tout le monde parle d'écosystème, mais dans les faits, c'est quoi? Et on a décidé de prendre le prisme de décrire comment l'écosystème comme une nouvelle matrice d'innovation en fonction de fonctions, direction générale, DRH, DAF, DSI, innovation, et que chaque individu puisse s'approprier le sujet des écosystèmes dans sa fonction, de l'interne ou de l'externe. Et je doute pas qu'on va pouvoir vous embarquer aussi dans ce projet éditorial que porte toute la rédaction et l'équipe de Catherine. Merci à vous tous. Alors il y a il y a une petite surprise quand même qu'on vous prépare là. Elle arrive. Il faut que vous préparez parce qu'il y a le gâteau qui sort là. On est en train de préparer les bougies en fait. Non, c'est pas moi qu'il faut. C'est pas moi. On va y arriver. Ça prend du temps de préparer un gâteau d'anniversaire, Catherine. Brode. Non, c'était pas moi. Il y a beaucoup de bougies, mais je vais laisser quand même souffler tous. Voilà, avec toute l'équipe. Mais effectivement, on va refaire comme les enfants. On va le refaire encore une fois parce que c'est mon petit gadget d'aujourd'hui là. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Dommage que nous... Catherine, ressouffle la bougie. Attention, souffle. Ouais, bravo. Voilà. Et l'année prochaine, j'espère que nous serons tous en présentiel. Ce sera beaucoup plus amusant de terminer cette soirée en faisant un peu. Voilà. Donc, effectivement. Bonne année et à l'année prochaine pour tous.